Voilà, bonjour à tous. Il est exactement 12h30. Nous avons commencé le ZCL News de ce lundi 5 mai. Oui, c'est bien ça. Et nous allons avoir dans un instant M. Henri Monbrun. Bonjour. Bonjour. Il est président de l'association pédagogie routière d'Outre-mer. Il y a une opération qui se précise pour le 16 mai. On va en parler tout à l'heure avec lui. Peggy Renette sera notre second invité, directrice générale adjointe animation et activité du territoire. Elle sera notre invitée de la mairie de Pointe-à-Pitre, elle est dit au Cap. Et puis, on va terminer avec Sylvie Rosier, qui est chroniqueuse du ZCL News. Avec ces trois personnes, on va faire le point. Sinon, l'actualité, bien, sera beaucoup scolaire, puisque ce matin, c'est l'ouverture ou la réouverture de l'école Génie en Air. Vous savez que cette école avait été fermée par décision préfectorale et de la rectrice. L'administratif a gagné, puisque cette école est de nouveau ouverte. Dégâts, hier, il y a eu ce qu'on appelle en créole pichotte, c'est-à-dire une tornade qui s'est abattue sur la commune de Bimao, pratiquement sur le centre. Et il y a eu quelques dégâts. Nous sommes allés sur place voir ce qui s'est passé. On parlera aussi de cette opposition totale à la fermeture des écoles de la commune, puisque le Gosier, vous savez que le maire, qui est un petit peu pris par sa majorité et sa minorité, a trouvé comme solution, entre guillemets, politique, de fermer tous les établissements scolaires, y compris les établissements communaux. Tout à l'heure, le préfet vient de prendre un arrêté contredisant exactement cette décision. On va en parler et puis on va terminer avec une conférence de presse du maire, mais c'est déjà un petit peu dépassé puisque aujourd'hui, la situation est tellement compliquée à Gosier qu'on se demande vraiment comment il va faire pour continuer à être maire. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'actualité. On va faire un petit tour du côté de Colin, puisque je vous l'ai dit, c'était la réouverture de l'école Génie en Air qui avait été fermée au lendemain du carnaval sur une décision à la fois rectorale et préfectorale. Le tribunal administratif a tranché et cette école peut désormais être réouverte en attendant peut-être un nouveau procès. Solène Fèvre était sur place ce matin, on regarde. Nous avons eu donc la suspension de l'arrêté de fermeture. Et donc nous avons réouvert. Déjà, nous avons fait une petite pré-rentrée la semaine dernière avec remettre les enfants en état psychologique, puisqu'ils étaient choqués. Et donc, ils ont vu la psychopédagogue. Donc, nous avons profité pour les faire reprendre leur espace qu'ils avaient perdu pendant quelques jours. Donc, tout se passe bien. Les enfants sont contents. Ils ont retrouvé leur école. On va reprendre doucement le programme. Et puis on espère que la suite, qu'on n'aura pas à nouveau une fermeture, mais qu'on ira dans la continuité, on le pense bien. On arrive quand même à obtenir une réouverture, c'était pas gagné. Et voilà, le combat mené fait que les enfants aujourd'hui ont pu reprendre. Ils sont vraiment ravis de pouvoir reprendre dans leur établissement, dont ils ont été privés très brutalement et pendant un mois et une semaine quand même. Donc c'est pas anodin. Et il va falloir continuer le combat puisque va falloir maintenir les acquis. Il a une grande satisfaction qu'on puisse accueillir à nouveau tous les enfants qui attendaient que ça et qui sont très contents. C'est dommage, il fallait les voir le jour où ça a réouvert ou même le jour où ils ont appris la nouvelle qu'ils allaient pouvoir retrouver leur école. Et là, on est très optimiste pour la suite. L'injustice quand même a été quelque peu inversée et chouette, on va pouvoir reprendre dans notre école en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation est à peu près revenue à la normale dans cette école Génie en Air, puisqu'il faut savoir que les parents d'élèves s'étaient mobilisés aussi. Il y a eu d'autres manifestations populaires autour de la fermeture que beaucoup ont jugé injustifiée. Alors, est-ce que pendant ce mois et demi, pratiquement, les élèves ont perdu un peu d'école, de classe, mais aussi l'établissement était fermé,
les derniers problèmes, si problème il y en avait, ont-ils été résolus? Visiblement, en écoutant Madame Lamy, on a l'impression que tout va bien. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, je vous l'ai dit, je reçois M. Henri Montbrun, qui est président de l'association Pédagogie routière Outre-mer. C'est une association qui est porteur au projet, on peut dire, voilà, projet du 16 et du 18. Alors, d'abord, 2 petits mots quand même sur cette association Pédagogie routière. Alors, Pédagogie routière Outre-mer, c'est une association qui a été créée il y a 1 an et 3 mois. Donc, c'est une jeune association qui a pour objectif de lutter contre l'insécurité routière en Guadeloupe. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les personnes auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle du risque routier, parce qu'on parle souvent des thématiques principales, hein, l'alcool, la drogue, la vitesse, mais il y a encore d'autres personnes, d'autres spécificités, d'autres professionnels derrière auxquels on ne pense pas forcément. Et l'idée, c'est de les rassembler, de passer par le sport, de passer par de la sensibilisation, d'aller un peu plus loin pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre, en tout cas, sur cette question du risque routier. Parce qu'il faut le dire quand même que le nombre d'accidents et de morts et de blessés sur les routes en Guadeloupe est vraiment exponentiel. Oui, effectivement, c'est catastrophique. L'année dernière, on a terminé à 54 morts et plus de 700 blessés. C'est énorme. Ouais. Aujourd'hui, c'est voir comment on peut mobiliser toutes les forces vives. Et quand je dis forces vives, ça passe par les institutionnels, les entreprises, les associations, les écoles, pour qu'on puisse justement trouver la méthode la plus adaptée pour qu'on puisse enrayer cette problématique locale. Alors, comment Pédagogie routière intervient au quotidien ? Alors, au quotidien, nous travaillons avec le ministère de la Justice pour pouvoir, par exemple, sensibiliser les auteurs d'infractions. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons, qu'ils soient emprisonnés ou pas. On est en partenariat avec le conseil départemental aussi sur différentes actions de sensibilisation. Le conseil départemental a fait l'acquisition de matériel pédagogique pour qu'on puisse aller plus loin, notamment sur la sensibilisation sur la ceinture de sécurité avec un simulateur de véhicule tonneau. Donc, qui fait des tonneaux, oui. Des tests au choc. Ils ont aussi beaucoup investi sur de la sensibilisation sur l'alcool au volant avec des éthylotests que nous offrons à différents événements où le conseil départemental est partenaire et ainsi des kits alcool aussi pour pouvoir avoir cette notion pédagogique pour que tout un chacun puisse comprendre l'effet de l'alcool sur son métabolisme. Alors, est-ce qu'un an et 3 mois après la création de Pédagogie routière, vous sentez quand même qu'il y a au minimum une prise de conscience? Alors, la prise de conscience, c'est en fonction de la cible. Parce que la problématique de la sécurité routière, elle est vaste, elle est large. Et la pédagogie routière, fort des 38 adhérents que nous avons, ne pourront pas justement résoudre l'ensemble. Par contre, nous sommes preneurs de toutes les forces vives, qu'elles soient institutionnelles, privées, pour qu'on puisse y arriver. Et aujourd'hui, après 1 an et 3 mois, le constat que nous faisons, c'est que les gens entendent beaucoup plus et on arrive à rassembler beaucoup plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut garder ce fil rouge et qu'on puisse aller au plus proche des cibles parce que malheureusement, la problématique touche plusieurs cibles, que ce soit des travailleurs, les jeunes et autres. Et l'objectif, c'est qu'on puisse justement créer des événements pour qu'on puisse aller au plus proche de la cible. Et c'est ce travail que nous nous efforçons de faire au quotidien. Alors, on va parler des événements, mais quand on regarde un peu les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui périssent sur les routes. Oui. Alors, malheureusement, l'année dernière, on a payé un lot tribut. On a eu beaucoup de jeunes qui sont malheureusement décédés ou blessés, et très souvent dans des accidents de groupe. Là aussi, avec le conseil départemental, nous réfléchissons à des actions pour qu'on puisse aller au plus près de ces jeunes, notamment dans des lycées ou autres, dans les campus, pour qu'on puisse les sensibiliser, notamment à l'alcool. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi aller, et ça c'est un objectif que nous avons à court terme, aller dans les écoles. Oui. Parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, même des très petits. On a, pour exemple, dans l'association, une jeune qui a 9 ans, qui a fait un exposé dans sa classe, qui a même offert des éthylotests et des stylos avec des dérouleurs alcool pour que les parents, à offrir à leurs parents pour que leurs parents puissent savoir, si tu prends la route, papa ou maman, en fonction de ton poids, tu dois boire 2 verres de vin. Voilà, donc on va beaucoup plus loin, on essaie de toucher les plus petits et c'est un exemple personnel. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais en voiture. J'ai tourné la clé, j'ai allumé ma voiture sans mettre ma ceinture de sécurité et ma fille m'a dit: papa, tu n'as pas mis ta ceinture. Et c'est là que ça a fait tilt et je me suis dit que ces nouvelles générations, il faut qu'on aille les capter dès le plus jeune âge pour qu'eux ils puissent être vecteurs de cette bonne parole, en tout cas envers leurs parents. Alors, chaque fois qu'il y a des opérations routières, quand on voit un peu le bilan, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'accidents causés soit à cause du téléphone, soit à cause de l'alcool et des produits addictifs. Aujourd'hui, le comportement des individus est au centre du débat.
On a beau chercher la faute à qui, aujourd'hui, le seul vrai responsable, c'est nous. C'est-à-dire que n'importe qui peut être un délinquant routier. Aujourd'hui, il suffit que je roule, que mon téléphone sonne, que je tourne la tête une seconde pour pouvoir regarder le message que j'ai reçu sur WhatsApp, par exemple, et je percute quelqu'un. Voilà, et je me retrouve à faire, soit emprisonné, soit à faire du travail d'intérêt général, etc. Et c'est cette prise de conscience qu'on essaie d'éveiller, en tout cas dans l'esprit, dans la conscience de chacun. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Perdre un proche, ça n'arrive pas qu'aux autres. Être auteur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre en avant, vous l'avez dit, le téléphone au volant, l'alcool, les stupéfiants. Il y a pas mal d'éléments qui relèvent du comportement, et c'est ces éléments-là que nous allons essayer d'éveiller dans la conscience de tout un chacun. Parce que quand même, quand on voit le nombre d'accidents en Guadeloupe au regard de ce qui se fait en France, par exemple, c'est 3 fois plus élevé. Notre paramètre, il est très élevé. Aujourd'hui, on a 3 fois plus d'accidents qu'au national. Alors, des accidents, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des accidents très graves. Il y en a trop. D'accord. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à enrayer cette problématique. Et c'est vrai que cette problématique-là, c'est souvent une problématique de comportement. Alors, je disais tout à l'heure, on parlait des jeunes. L'autre, entre guillemets, c'est pas une cible, mais enfin, l'autre victime des accidents sont les deux roues. Oui. Aussi bien les cyclistes que les motards. C'est ça, les usagers vulnérables, ce sont aussi des... On paye un lourd tribut actuellement, mais on parle il y a aussi des piétons. Oui. Donc en fait, il faut qu'on embarque aussi les piétons. On paye un lourd tribut. Aujourd'hui, on a perdu pas mal de cyclistes. L'actualité... on a beaucoup parlé. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse montrer que la route, ça se partage et que tous, nous avons des obligations, qu'on soit automobilistes, piétons, cyclistes, etc., motards. Et très souvent, il y a un manque de respect, justement, de ces personnes qui cohabitent sur la route. Nous avons débuté avec la marraine de l'événement qu'on va parler tout à l'heure, des petites capsules pédagogiques pour justement éveiller un peu les consciences de tout un chacun, et on ira beaucoup plus loin sur l'ensemble des événements que nous aurons au cours de l'année. Alors précisément, on va parler de ces événements parce qu'il y a un événement le 16 et un autre le 18. Comment va s'organiser cet événement du 16 du point de vue des médias, puisque nous sommes concernés directement en tant que journalistes, en tant que hommes de médias? À l'initiative du conseil départemental, nous avons décidé avec les parties prenantes du conseil départemental de réunir l'ensemble des médias pour qu'on puisse parler de la sécurité routière, que les médias s'unissent en tout cas sur la sécurité routière. Et là justement, il y aura, que ce soit vous ou les autres médias, nous allons faire des antennes communes pour pouvoir en parler, et le programme viendra au fur et à mesure. Par contre, 2 jours après justement ces antennes communes, que ce soit radio ou TV, nous organisons les foulées de la pédagogie routière pour la 3e édition. Donc c'est la 3e année consécutive où on organise cet événement. C'est une marche ou une course de 5 km sur le thème de la sécurité routière. Au départ où? Au départ du siège de route de Guadeloupe à Jarry. D'accord. Voilà. Et l'objectif, c'est, comme les précédentes années, c'est vraiment de sensibiliser. Il y aura un petit village sensibilisé au risque routier, mais c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que chaque coureur ou marcheur devra se comporter comme s'ils étaient sur la route. C'est-à-dire que s'ils arrivent dans un giratoire en fonction du circuit, eh bien, ils devront se positionner comme s'ils étaient en voiture. Les coureurs, c'est les véhicules rapides, ils sont sur la gauche, les marcheurs, véhicules lents sur la droite. Et c'est beaucoup d'animations que nous allons essayer de mettre lors de cet événement. L'idée, c'est de rassembler tout le monde, mais surtout les entreprises et les salariés des entreprises, parce que cette manifestation aura lieu pendant la semaine de la sécurité routière au travail, là où on demande à toutes les entreprises de mettre en place des actions de sensibilisation ou de formation pour leurs salariés. Donc nous avons beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées et qui seront présentes de manière à ce qu'on puisse créer, en tout cas qu'ils puissent créer des espèces de team building, mais être aussi sensibles et voir les différents exposants qu'il y aura sur le village. Alors quand vous dites les salariés des entreprises doivent être plus conscients et mieux formés, qu'est-ce que vous appelez formation pour les salariés dans les entreprises? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dès qu'un salarié utilise son véhicule pour travailler, qu'il soit commercial, qu'il aille voir les clients, qu'il fasse du SAV, eh bien, l'entreprise a normalement ce qu'on appelle le risque routier dans son document unique. Oui. Et étant donné qu'il a le risque routier, il est amené à faire des formations. Et aujourd'hui, un des leviers, en tout cas, que nous avons trouvé, c'est vraiment aller au plus profond, aller vers les entreprises pour pouvoir les pousser à former leurs salariés sur le risque routier, de manière à ce que le chef d'entreprise soit gagnant et le salarié aussi.
Voilà. L'idée, c'est vraiment que le salarié puisse revoir justement des habitudes ou qu'il puisse apprendre de nouvelles choses, parce que le permis de conduire, le code de la route évolue et il n'y a pas forcément des mises à jour qui sont faites. Et le chef d'entreprise aussi, qui a cette obligation de mettre en place des formations, pourra protéger ses salariés. Parce que derrière, il n'y a pas que des retombées économiques, mais il y a aussi des retombées humaines. S'il perd un salarié sur la route, il va perdre de l'argent, il va perdre un collaborateur. Et derrière, c'est tout un processus avec des collaborateurs qui seront dans le deuil. Voilà, l'entreprise sera affectée. Oui, c'est-à-dire que c'est au-delà même du code de la route. Ah oui, alors c'est le code de la route des professionnels, en fait. Alors non, c'est toujours le code de la route. C'est toujours le code de la route parce qu'en fait, ce sont toujours des règles du code de la route que nous rappelons, des règles qu'on a souvent oubliées. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation de travail, c'est le code de la route. Oui. Vous avez raison, améliorer parce que derrière, il y a l'image de l'entreprise. Par exemple, si vous prenez la route avec un véhicule Canal 10 et qu'on vous voit passer dans un sens interdit, on dit « Ah, c'est un salarié de Canal 10 qui fait ça ». Donc, il y a aussi vraiment des notions entrepreneuriales, image d'entreprise qui sont derrière. Oui. Alors, deux petits mots quand même sur ce que vous avez dit sur les médias, parce que nous sommes tous les jours en visibilité avec le public, aussi bien radio qu'en télévision, qu'on en a presse écrite. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous en tant que médias? En fait, l'idée, c'est que comme vous l'avez dit, la population vous écoute, la population vous regarde. En tant que média, vous avez, j'ai envie de dire, une obligation, même une obligation morale d'apporter la bonne parole pour l'ensemble des auditeurs qui vous regardent, qui vous écoutent et qui vous regardent. Et aujourd'hui, cette antenne commune que le conseil départemental organise, c'est quelque part un démarrage justement d'un fil rouge qu'on va établir au courant de l'année. Faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce qu'on montre et qu'on puisse apporter les bonnes paroles. Parce qu'aujourd'hui, on constate, ça fait des années que la population guadeloupéenne est en train d'être meurtrie par ces nombres d'accidents qui ne cessent d'augmenter. L'idée, c'est d'embarquer toutes les forces vives. Et vous, les médias, vous êtes des forces vives. Que ce soit de la presse radio, écrite, digitale, voilà, vous êtes tous embarqués et je pense qu'avec vous, on pourra faire un très bon travail. Et c'est un travail qui commence dès maintenant, j'ai envie de dire. Oui. Et donc, vous avez parlé d'une marraine pour la manifestation? Oui, alors la marraine de la manifestation cette année, c'est notre artiste Métiès qui est artiste. Elle est aussi copilote de rallye. Elle est aussi copilote de rallye. Ça, donc, je ne savais pas. Voilà, donc ça, c'est une information importante. Oui. Et puis, c'est quelqu'un aussi, elle le disait il n'y a pas longtemps, elle a rencontré pas mal d'adhérents de l'association qui a perdu du monde sur la route également. Oui. Donc, du coup, qui a été très touché qu'on pense à elle pour être marraine des foulées. Elle sera avec nous, elle sera présente. C'est une marraine qui est très active sur les réseaux. Vous le voyez, si vous regardez aujourd'hui sa page Instagram, vous verrez qu'elle a fait des petites vidéos tutos sur des sujets. Donc, il y en aura 6 au tout. Il y en a déjà 3 qui ont été dévoilés, dont une ce matin. Et l'idée, c'est de nous suivre sur les réseaux pour continuer à avoir notre actualité et à être présents nombreux le 18 mai pour les foulées de la pédagogie routière. Dernier point, peut-être des témoignages sur des gens qui ont eu des victimes ou qui ont été victimes d'accidents routiers. En fait, on en a. Alors, les témoignages que nous avons le plus actuellement au niveau de l'association, c'est plus des témoignages d'auteurs. Oui. Des personnes, des auteurs d'accidents. Pas des victimes. Alors les victimes, oui, parce que nous travaillons avec des cabinets d'avocats et autres et des associations pour pouvoir avoir des victimes. Mais nous, aujourd'hui, ce sont des compétences. Voilà, des compétences que d'autres ont et que nous n'avons pas forcément. Alors les victimes, on en a au sein de l'association qui sont investies. Mais aujourd'hui, les témoignages vraiment frappants que nous avons, c'est plus au niveau, grâce au partenariat que nous avons avec le ministère de la Justice, au niveau des auteurs repentants. Parce que l'idée aussi, derrière ces formations que nous dispensons, c'est de lutter contre la récidive, d'accord, et de l'insertion professionnelle pour certains. Donc oui, effectivement, on a beaucoup de retours, quelquefois assez déroutants, mais le travail se fait. J'ai envie de vous dire, oui, avant de terminer, que en fait, l'action que vous menez avec votre association et avec d'autres partenaires, c'est aussi une action citoyenne, finalement. Parce que c'est dit, mouna, bon, mais là, où vous laissez la route, songez que ni mouna qui est à pied, mouna qui est en bicyclette, mouna qui est à moto, vous faites attention à ces mouna ça. C'est une action citoyenne, mais c'est une action citoyenne où on essaie de pousser pour voir quels sont les bons messages à adapter à la bonne cible. Parce qu'on n'est pas là pour faire du masse, comme on a dit. Aujourd'hui, le message pour les travailleurs ou pour les seniors, c'est pas le même message qu'on va dire aux jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler toutes ces forces vives pour qu'on puisse justement avoir le bon message à la bonne cible.
Mais Monsieur Monbrun, merci d'être venu. De toute façon, j'imagine qu'on va vous revoir et vous entendre ces jours-ci. Ouais, c'est un mois particulier. Oui, et que l'action que vous menez en direction des Guadeloupéens d'une manière générale, une cible, vous dites qui est large, mais enfin, elle est découpée. Elle est pratiquement découpée, ce ciblage, et qu'on commencera à être entendu pour agir de manière à ce qu'il y ait moins de morts sur nos routes, moins de blessés, parce que c'est vraiment catastrophique pour la Guadeloupe. Je me souviens de ces accidents de Sainte-Anne avec 3 ou 4 jeunes. 4 jeunes l'année dernière, ça a été très, très douloureux pour les gens qui étaient proches. Voilà, merci en tout cas. Il est 12h50, on revient rapidement à l'actualité. On revient à ce qui s'est passé hier à Bémao, qui a surpris les Bémaousiens, cette trompe d'eau et cette tornade particulière et très ciblée, justement. Nicolas Hatchi et Olivier Félix se sont rendus sur place. Nous avons été, je dirais, prises au niveau de la collectivité par une catastrophe qui est hors du commun, puisque la Guadeloupe n'est pas habituée à cela. Et donc les Bémaousiens, vous comprenez bien leur stupeur, la frayeur. Ils vivent ça comme étant un événement exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Ça a été d'abord la panique et puis après on s'est vite ressaisi parce que quand même on est sur un territoire qui est résilient. Dès mon arrivée ici, parce que j'ai été appelée effectivement par un certain nombre d'habitants, les pompiers, etc. Et donc, en venant sur place, on a pu constater les dégâts, des dégâts qui sont matériels. Je dis bien, Dieu merci. On n'a pas à déplorer de personnes victimes, blessées ou autres, mais des dégâts matériels et des arbres qui ont été arrachés, des voitures, puisque les administrés, ils sont aujourd'hui, c'est dimanche, ils sont là, donc avec leurs voitures, bien entendu, stationnées. Et donc, on a quelques véhicules qui ont pris un gros coup, quelques maisons avec des tôles qui ont été arrachées, qu'on a pu retrouver dans des rues parallèles. De l'autre côté, c'est pour vous dire un petit peu la force du phénomène. Et donc, voilà ce qu'on a pu vivre ensemble cet après-midi en termes de constat avec nos habitants. Les gens vont habiter comme ça. En vrai, ça s'est passé aux États-Unis, mais pas me comprendre ça s'est arrivé ici. Mais là, il n'y a pas nous, moi, quand il n'y a pas de parce que là, un gars est là. C'est des petits tôles qui habitent, mais on ne peut pas rien. Si on dit on peut l'habiter, on ne peut pas rien. L'événement a été vraiment difficile. Et il y a eu beaucoup de dégâts. Et d'autant plus, c'était terrifiant, en fait. Je n'ai pas eu peur, franchement. On a pu gérer, puisque avec ma maman, qui est une personne de certain âge, on a pu gérer. Mais c'était terrible. 2 morceaux de bois bien épais qui ont percé la maison, notamment là et à l'intérieur de la maison. Donc ça a fait descendre aussi le morceau du toit. Il y a eu la voiture, le pare-brise qui est défoncé. Dehors, il y avait des parpaings. La barrière, là, regardez, qui est défoncée. Donc voilà. Je savais que c'était quand même une tornade puisque j'étais une fois en vacances au Canada. J'ai pu voir ça. Mais ici, c'est la première fois que ça se fait. Donc c'est la première fois qu'on peut vivre quelque chose de la sorte. On entendait des trucs comme si quelqu'un courait sur la maison, des choses tombaient, etc. Après, il y a eu un bruit vraiment terrible, mais comme si... J'ai pas vécu le cyclone Hugo, malheureusement, mais il y a eu un bruit énorme, et puis plein de bruit où on entendait des choses tomber, des choses passer. On n'est pas sorti, on a baissé les volets roulants, la porte là était ouverte, on a fermé la porte, on n'est pas sorti. Il faut être quand même prudent. Des habitants de Bémao, les Bémaousiens ont même dit que c'était un mini Hugo. Hugo, ce cyclone qui avait ravagé la Guadeloupe en c'était en 1989, mais enfin, bon, nous pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, c'était assez violent. Et on a vu les résultats. Il y a des maisons qui ont vu leur toit bouger, même envolé, des voitures qui sont un petit peu abîmées. Et ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment ciblé sur Bémao. Nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être avec un météorologue pour nous expliquer un peu ce type de phénomène particulier, gibotte, comme on l'appelait jadis en Guadeloupe. 12h54, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée. Il s'agit de Madame Peggy Renette, directrice générale adjointe de l'animation et de l'activité du territoire à Pointe-à-Pitre. Tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour avec vous. Il est 13h exactement en Guadeloupe. Je rappelle que nous avons déjà parlé de la réouverture de l'école Génie en herbe depuis ce matin. Cette école qui avait été fermée il y a plus d'un mois par la décision du préfet et de la rectrice. On fait le point aussi sur les dégâts à Bimao suite à la trompe d'eau. Et là, nous sommes en direct avec Maurice Cessé depuis Paris. Maurice Cessé, bonjour. On l'entend très faiblement. Peut-être faut augmenter le retour. Non, on a une vraie difficulté à l'entendre. Allô? Parce qu'il y avait aujourd'hui le procès de ces Guadeloupéens qui avaient décidé de... oui? Non, mais je pense que pour l'instant, on a une grosse difficulté à l'écouter. On va partir du côté du Gosier et dans un instant, on va peut-être revenir avec Maurice Cessé. Alors Gosier, vous le savez, aujourd'hui, depuis ce week-end, le nouveau maire du Gosier avait décidé de prendre un arrêté municipal, incompréhensible d'ailleurs, décidant de fermeture des écoles, de tous les bâtiments municipaux, parce que, semble-t-il, il n'a pas la majorité, il n'a plus les mains libres depuis son élection. Alors, il faut rappeler que ce maire a été élu récemment contre 18 pour et 17 contre. Entre-temps, depuis moins d'un mois, sa majorité s'est un petit peu effritée et il se trouve dans une situation administrative un peu particulière. Alors, avait-il le droit de fermer les établissements scolaires? Juridiquement, non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le préfet de Guadeloupe a dû intervenir et demander au maire de revenir sur cette décision. Pour l'instant, les écoles sont fermées ce matin. Seront-elles ouvertes cet après-midi et demain? La question reste posée. On reprend un peu ce reportage de Nicolas Tchi. Nous dénonçons cette décision radicale et inique, injustifiée et profondément préjudiciable pour notre population. Monsieur Autain a été élu le 15 avril avec une majorité. S'il ne parvient pas à faire voter ses délégations, c'est qu'il a perdu la confiance de ses propres colistiers. Le maire a bloqué tous les habitants du Gosier et tous les enfants du Gosier par justement son manque de maturité. Il n'arrive pas à gérer une situation qui est gérable. Effectivement, il se bat pour avoir une délégation générale alors que c'est sa propre majorité qui doit voter ce point. Il a un problème dans sa majorité municipale. Nous sommes la minorité. Il veut nous forcer à voter. Moi, je lui dis, retournez vers votre majorité, réglez votre problème entre vous. Vous avez les moyens de gérer cela parce que vous avez été élu il y a 15 jours avec une majorité. Et voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui. Mais nous sommes prêts à travailler avec lui, c'est-à-dire qu'il doit emmener les points au conseil municipal. Ce dont parle M. Autain, c'est la vie quotidienne d'une municipalité. C'est la vie quotidienne d'une municipalité. Ce qui est demandé, et je le répète, c'est que ces points-là doivent faire l'objet d'un conseil municipal. Et vous l'avez dit vous-même, le 28 avril, il dit avoir connaissance. Il est élu depuis le 15 avril. Le 28 avril, il y a un conseil municipal, ces points-là ne sont pas à l'ordre du jour. Le 6 mai, il y a un conseil municipal, ces points-là ne sont pas à l'ordre du jour. On a d'ores et déjà convoqué un conseil municipal le 12 mai avec les mêmes points à l'ordre du jour de celui du 6 mai. C'est complètement inique, on le dit. C'est lunaire, j'ai presque envie de dire. Monsieur Autain doit prendre les responsabilités qui lui incombent en tant que maire et effectivement ne pas continuer à prendre la population en otage et de faire passer en urgence. Et on le dit, nous serons là pour pouvoir analyser les dossiers et les voter si, de toute façon, ils sont légalement, en toute légalité. On ne devient pas maire pour être maire. On ne devient pas maire pour bloquer certaines choses. On ne devient pas maire personnellement, on doit agir pour une population. Et la population, il faut la respecter. Il ne faut pas simplement dire oui, les enfants ne vont pas à l'école, ça bloque ci, ça bloque ça. Il faut se responsabiliser. Et quand on a eu une majorité et qu'on devient minoritaire dans sa majorité, où est la faute, où est l'erreur? Il n'est pas question de moi, j'assume mon poste d'opposition. Je l'assume entièrement. Mais là, je ne veux pas qu'on me frappe. J'aime porter les chapeaux, mais je choisis mes chapeaux que je porte. On le comprend bien, le maire de Gosier, dans une drôle d'affaire. En tout cas, on espère que cet après-midi, les enfants ne seront pas privés d'école et demain aussi. Alors, est-ce qu'on a M. Cessé en direct
Non, on ne peut pas l'avoir. Le son n'est pas bon, la connexion n'est pas bonne. Donc, par contre, on a Madame Peggy Renette, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'animation et de l'attractivité du territoire de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Je sais que vous avez pris votre poste il y a quelque temps, c'est ça? Il y a 1 an et demi maintenant. Oui, 1 an. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Alors, quoi de neuf à Pointe-à-Pitre du point de vue de l'attractivité? Eh bien, écoutez, ça travaille dur. On met un dernier coup de collier. Là, on est un peu sur tous les fronts, parce qu'en fait, au sein de cette DGA, j'ai en responsabilité autant l'éducation, justement, que le sport, la culture, la cohésion sociale et également la vie économique. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout est prioritaire, tout est à faire. Le sport, la culture, la cohésion sociale. Tout est prioritaire. Nous sommes sur tous les chantiers. Et la ville est j'ai envie de dire, un très beau terrain de jeu. Il y a énormément de choses à faire et des choses très stimulantes, très intéressantes. Alors, on va venir à des choses concrètes. Si vous êtes venu ici, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. C'est ça. Donc là, on est sur la cohésion sociale, effectivement. Oui. Alors, effectivement, cette année, la ville de Pointe-à-Pitre a décidé de mettre l'accent, en tout cas, de placer sa jeunesse au cœur de ses priorités. La municipalité a réfléchi à travailler autour d'un conseil municipal des jeunes, également un conseil des jeunes pointois dédié aux 13-21 ans, dans le cadre de la démocratie participative. Mais là, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que la question de l'insertion restait pendante et qu'effectivement, nous avons décidé de travailler sur cette question, d'autant que souvent dans le cadre du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Pointe-à-Pitre, les acteurs avaient tendance à dire que notre jeunesse semblait désabusée, notre jeunesse pointoise semblait oisive. Donc nous avons décidé effectivement de mettre en place un dispositif structurant qui s'appelle La Pointe au Talent et qui va se déployer, qui a déjà démarré d'ailleurs, et qui se déploie véritablement sur 2 piliers essentiels. D'abord, une action de médiation au sein des quartiers, dans une action de proximité, d'aller vers, et qui concerne autant les médiateurs de la ville que les conseillers du PAGE, c'est le plan Action Jeunesse de la région, et également les ambassadeurs jeunesse du département, accompagnés en cela effectivement par les acteurs du CLSPD, justement, pour mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation. Toutes ces personnes vont dans les quartiers pour aller à la rencontre des jeunes qui sont en recherche d'insertion, qui ont peut-être un projet professionnel et qu'ils ne savent pas comment le mener à bien. Ou qui n'ont pas de projet, mais justement l'intérêt c'est en fonction des profils de pouvoir les orienter, pouvoir les mettre en réseau et surtout les accompagner et les suivre dans leur insertion sociale et professionnelle. Alors ça c'est le premier pan, j'ai envie de dire, et la deuxième action forte de la Pointe au Talent, c'est de dédier un programme à un domaine particulier qui va intéresser la jeunesse. En l'occurrence, cette année, en 2025, c'est la première édition, et nous sommes sur les métiers de la musique. Donc nous avons décidé effectivement de mettre en place un concours qui a déjà été lancé d'ailleurs lors d'une conférence de presse ce mercredi dernier. Vous avez pris de grands talents, là, apparemment. Comment? Vous avez pris des hauts talents? Nous avons de hauts talents, je vais vous expliquer ça, justement. Oui. Et que des pointois, donc nous ne sommes pas peu fiers. Comme quoi, il y en a qui Il y a de la matière. Oui, c'est ça, ils demandent qu'à être révélés. Et c'est exactement ce qu'on veut, valoriser notre jeunesse. C'est vraiment ça, arrêter de la stigmatiser, mais véritablement la révéler et la valoriser. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est un concours, donc je disais, qui a démarré, et donc, en tout cas les inscriptions sont ouvertes, et elles sont ouvertes jusqu'au 21 mai prochain. Les dossiers peuvent être retirés, j'en profite, tant qu'à faire, directement sur le site internet de la ville, et également au CMA, qui est situé, donc le Centre des métiers d'art, qui est situé à Bergevin. Donc voilà, ils ont jusqu'au 21 mai pour s'inscrire. On prend les 40 premiers, donc il faut y aller vite. Alors ils s'inscrivent pourquoi? Pour chanter? Alors c'est un concours de chant, effectivement. Qui se fera dans la ville? Alors justement, c'est un concours de chant qui se tiendra donc déjà par un comité de sélection, déjà. Un comité de sélection qui se réunit le 24 mai prochain. Et donc, au sein de ce comité, nous avons des membres du jury qui sont assez éminents, puisque nous avons Chris, qui est le parrain de la manifestation, mais nous avons de grands artistes pointois, en la personne de Drexy, Carole Venutolo, Mata,
Jean-Pierre Coquerel également pour Aquillo. Donc voilà, je pense que ça parle un peu à tout le monde. On a essayé de faire éclectique, mais et de couvrir aussi toutes les différentes zones, les différents quartiers de la ville, parce que tous ces artistes, chacun de ces artistes vient d'un quartier différent. Exactement. Donc Chris, voilà. Par exemple, c'est de l'Oricis. C'est ça. Oui. Pareil pour Drexy. Mata, c'est assainissement. Oui, le quartier sud-est pour Jean-Pierre Coquerel. Oui. Et puis le centre-ville pour Carole Venutolo. Oui. Voilà. Donc on a quand même un jury d'exception. Donc qui se réunit le 24 mai et qui va décider des 8 finalistes ou les 8 demi-finalistes qui devront le 14 juin prochain eh bien écoutez, affronter la scène et affronter le jury. Auparavant, quand même, comme on est quand même sur la professionnalisation, hein, et c'est ça l'intérêt, c'est pas juste un concours pour faire un concours. L'intérêt, c'est véritablement de leur donner les moyens de se professionnaliser. Donc, pendant du 26 mai au 13 juin, juste avant la finale, ces 8 jeunes vont suivre des ateliers de perfectionnement, du coaching, mais pas que du coaching vocal ou scénique, etc. Il y aura aussi, ce qui est très important quand même, du développement personnel, de l'estime de soi, notamment, et puis obtenir une petite caisse à outils, notamment, pour savoir bien gérer son stress. Je crois qu'en fait, l'intérêt, c'est vraiment de gagner en compétences qu'ils pourront remettre par la suite. Voilà, réutiliser. Capitaliser tout ça. Les finalistes, combien de finalistes? Alors, il y a 8 finalistes. 8 finalistes? Oui, 8 candidats finalistes, un gagnant. Un gagnant. Oui, donc, ouais, c'est ça. Alors, justement, ça se passe le 14 juin au complexe sportif Michel Benjamin, du côté Loricisque, à la Plaine. Et là, j'invite tout le monde parce que le matin, on va commencer par... de 9h à 14h. On est sur les métiers de la musique, donc on va faire organiser un forum des métiers de la musique. Un forum où on a énormément de professionnels qui seront présents, qui donneront de leur temps pour échanger de manière individuelle avec les jeunes qui seront présents, jeunes, pas jeunes, je ne sais pas, tout public, voilà, qui seront présents sur place. On mettra en place également une conférence sur l'intérêt de se professionnaliser quand on est artiste, et puis un job dating en fonction des offres disponibles, et puis des animations diverses. Donc ça, c'est de 9h à 14h. Ensuite, il y a une restauration possible sur place. Il y a également une animation musicale prévue par Dissimilitude Musique, un label pointois, qui lui a un concept un peu particulier, un peu novateur, et qui s'appelle Artistes local en nous. Voilà. Donc ça, c'est le midi et l'après-midi. Et puis ensuite, on va poursuivre dès 18h, de 18h à 22h, sur la demi-finale et la finale du concours, avec les votes du public qui seront possibles sur l'Instagram de la ville. Alors, le gagnant. Ou la gagnante. Ou la gagnante, parce que nous sommes inclusifs, évidemment. Égalité hommes-femmes, personnes en situation de handicap, etc. Nous, on accepte tout le monde. Ce qu'on veut, c'est le talent et la valorisation, finalement, de notre jeunesse. Donc, les prix sont intéressants parce que alors, le gagnant, il a en numéraire un petit chèque de 5 000 €. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, mais c'est pas tout. Il a surtout la réalisation et la promotion de son titre et de son clip. Donc ça doit être des chansons originales. Alors, jusqu'à maintenant, sur le concours, nous ne sommes que sur de l'interprétation. Oui. En revanche, oui. Ouais, le titre du vainqueur, ça sera son titre, qu'il va travailler effectivement dans le cadre d'ateliers avec des professionnels comme Mr. Frankie, Little Mike, enfin, ceux qui sont du domaine les connaissent, donc ça, il n'y a pas de souci. Également Karma Music, qui d'ailleurs... produit Mata et plein d'autres artistes qui sont assez connus et de la scène populaire, j'ai envie de dire, tout ce qui est musique urbaine. Voilà, donc le titre et son clip seront produits, réalisés et diffusés, puisqu'il y a quand même une promotion qui est faite par la suite. Et puis, c'est pas tout. La ville de Pointe-à-Pitre lui offre une scène pendant 1 an, toutes les scènes de la ville. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il se professionnalise. Et on lui offre également un accompagnement dans le cadre de la formation
pour que, évidemment, il y ait un suivi. Parce que souvent, lors des concours, on gagne et puis ça s'arrête là. Ouais. Nous, on veut vraiment organiser le suivi. Et puis, pourquoi pas, on verra avec Chris s'il veut bien qu'il l'accompagne. Pourquoi pas, je ne vais pas m'avancer, mais enfin, sur une scène, ça serait bien, ici ou dans l'Hexagone, pourquoi pas. Enfin, voilà, le champ des possibles est ouvert. Ouais. C'est un beau petit concours. C'est Alors, pas ça, mal. c'est au niveau artistique, culturel. C'est Alors, ça. au niveau de l'insertion, qui est un domaine plus délicat, comment ça va s'organiser? Alors pareil, hein, tous les membres, alors ce sont les candidats, mais également le public. Hein, voilà, nous avons toujours les mêmes acteurs qui sont à nos côtés. L'idée, c'est véritablement, voilà, c'est pas juste leur dire, oh, ben il y a ça, il y a ça. Déjà, l'action d'insertion là, elle est très concrète. On est sur les métiers de la musique. On sait que c'est un domaine qui intéresse beaucoup la jeunesse, mais certaines fois, ils ne sont pas bien outillés ou ils n'ont pas les bons réseaux, etc. À ce moment-là, ils auront que de vrais professionnels à leur côté, vraiment des personnes éminentes qui est reconnues dans les métiers de la musique, et ils découvriront justement certains métiers. Travailler dans les métiers de la musique, c'est pas forcément être musicien ou chanteur. Ça peut être manager, producteur de spectacle, ingé son, etc. Il y a pas mal de métiers techniques, vidéaste, etc. Donc voilà, ils seront tous là. Enfin, il y en aura beaucoup, au moins une trentaine. Et l'intérêt, c'est vraiment d'échanger avec le jeune pour lui montrer, peut-être lui dire le parcours qu'on a eu, les formations possibles et surtout la réalité du métier. Parce que souvent, on idéalise et puis la réalité est tout autre. Donc ça, c'est une première chose. Il y a toujours, comme je vous disais, les mêmes acteurs qui nous accompagnent, autant ceux du PAGE, hein, le plan Action Jeune, donc les conseillers de la région, que les ambassadeurs de la jeunesse, hein, du département, avec nos médiateurs. Et là, pareil, l'intérêt, c'est véritablement de proposer un parcours individualisé à chacun des jeunes. C'est très, très important. Alors, il y a aussi la Maison de la Citoyenneté, qui est une instance pointoise, Maison France Service, qui va accompagner l'insertion sociale, elle, parce que souvent, les jeunes ne disposent pas de papier, ou voilà, ils sont un peu négligents, ou ils savent pas où aller. Donc, on va les accompagner également là-dessus, et puis faire le lien avec les institutions. Ça peut être la CAF, ça peut être, voilà, en fonction de leur profil. En matière de sport, il y a des choses de prévues. De support? De sport. Ah, de sport. Alors justement, c'est bien de poser la question. Alors cette année, on est sur une première édition, donc on a fait les métiers de la musique. Mais l'année prochaine, on a prévu les métiers du sport. Et suivi aussi par les métiers du numérique. Oui. Voilà. Donc il y a aussi les arts graphiques. Enfin bon, les domaines sont pléthoriques. Mais bon, il faut qu'on choisisse et qu'on s'attelle vraiment à répondre à un besoin des jeunes du territoire. Alors, il y a un problème qui se pose, bon, vous le connaissez, après quand même, ce problème de la sécurité. C'est ça. Vous m'avez parlé du CLSPD. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Parce que je vous cache pas que beaucoup de femmes disent ouais, j'ai peur de sortir le soir à Pointe-à-Pitre, parce que ceci, parce que cela. Quelquefois, il y a des endroits, maintenant de plus en plus c'est éclairé, mais enfin, il y a des endroits où la situation est un petit peu compliquée. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont prévues? Alors, c'est bien aussi, hein, c'est une question très pertinente. Vous avez raison, ça a été une grande préoccupation pour la municipalité. Moi-même, quand je suis arrivé, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai dit à monsieur le maire, Harry Durimel, que avant de parler de l'attractivité du territoire, on va d'abord parler de la sécurité. Oui. Et il l'a entendu, il en était déjà conscient, il n'a pas besoin de moi pour le savoir. Et ce qui a été fait ces derniers temps, c'est déjà les renforts en matière de police municipale. Oui. Effectivement, et ça continue d'ailleurs. Hein, vous savez que la situation financière de la ville n'est pas forcément évidente. Nous sortons comme nous pouvons et d'ailleurs, oui, tous les efforts sont faits en tout cas pour sortir de cet énorme déficit. Mais et c'est ça qui empêche finalement les recrutements pléthoriques. Cela dit, c'est pas plus mal. On reste vraiment sur des orientations budgétaires qui sont atteintes. Donc ça, c'est déjà très bien. Et puis des recrutements, notamment le mien, qui se font, alors pas comme on voudrait, hein, ça reste encore à la marge, mais ça existe. Donc il y a déjà 8 de mémoire, hein, 8 policiers municipaux qui ont été recrutés cette année, qui sont en formation et qui seront bientôt sur le terrain. Et il y en a d'autres qui arrivent, d'autres recrutements. Il y a aussi des renforts. Il y a une convention qui a été passée avec la police nationale pour simplement renforcer les effectifs également. Et puis il y a toujours beaucoup de rondes. Oui, il y en a beaucoup et en fait, vous savez, la saison cyclonique vient de s'achever. La saison des croisières, pardon, vient de s'achever.
Mais effectivement, dans ce cadre-là, avec tous les services de l'État, notamment le sous-préfet Monsieur Mognotte, mais aussi le CTIG, Cap Excellence, etc., enfin bref, le Grand Port, etc., nous avons travaillé de concert à la mise en place de dispositifs qui ne sont pas encore complètement opérationnels, mais c'est en cours, pour justement sauvegarder l'intégrité physique de nos croisiéristes. Oui. Voilà, mais pas que, pour sécuriser aussi la ville, avec un dispositif qui s'appelle Voisins et commerçants vigilants, avec une signalétique et des parcours dédiés qui ont été façonnés, j'ai envie de dire, avec les commerçants de la ville. Il y a un parcours pour tout ce qui est dégustation culinaire, par exemple, et découverte, en tout cas, de la gastronomie locale, mais pas que, en tout cas, de toute la diversité en fonction de la population qui se trouve sur le territoire, parce qu'on a des Indiens, des Libanais, etc. Donc on a un parcours comme celui-là. Tous ces parcours-là sont sécurisés. Nous avons 5 parcours, en fait. On a un parcours culturel, on a un parcours cultuel également, puisque quand ils arrivent, nos fameux croisiéristes, ils ont envie aussi d'aller au culte, tel qu'il soit. Enfin bref, nous avons essayé de mettre en avant toutes les richesses aussi patrimoniales de la ville, de les faire connaître et surtout de sécuriser tous ces parcours pour que... Ah oui, il y a aussi les AMIT, donc ce sont les agents mobiles qui sont mis à disposition par Cap Excellence, qui sont essaimés sur le territoire. Puisque vous êtes responsable de l'attractivité, vous le savez aussi bien que moi que le problème de l'hygiène de la ville aussi est souvent posé. C'est ça. Alors, c'est une compétence qui est aussi partagée avec Cap Excellence. Oui. Exactement. Donc, la ville ne peut pas tout faire. Être tributaire de tout, mais enfin, effectivement, vous avez raison. Alors là, pareil, il y a des collectes supplémentaires. C'est vrai que c'est aussi un appel au civisme que j'ai envie de lancer, parce que là, les poubelles ne sont pas dévidées comme ça, toutes seules. Ce ne sont pas forcément les commerçants qui mettent à côté, ni quoi que ce soit, ou la population. D'accord ? Donc, on sait aussi que on a un souci sur les SDF, on le sait, qui gangrènent un peu la ville. Là, pareil, il y a un gros travail qui est fait sur la gestion des... le terme ne me revient pas, excusez-moi. Enfin, en tout cas, c'est avec l'État, avec le PSM, avec toutes les parties prenantes, pour justement juguler. En fait, ils transitent tous par voirie et compagnie, toutes les voiries, tous les déchets. C'est ça, mais aussi voilà les grands marginaux. Un travail aussi qui est fait sur les grands marginaux. Voilà, avec le plan grand marginal, mais pas que. Exactement. Donc voilà. Donc on parlait des voiries. C'est pour ça que j'ai pensé à eux, parce que pas mal d'entre eux vident les poubelles, etc. Voilà, mais ils remettent pas évidemment. Donc forcément, c'est un petit peu gênant. Donc ça salit le travail qui a été fait. Par les agents de la ville. Monsieur le maire a pris le parti de placer certains agents sur des points précis pour maintenir la propreté de la voirie, effectivement. Et puis, il y a un travail qui va être fait aussi avec une éventuelle régie de quartier sur laquelle on est en train de travailler avec Cap Excellence, pour que tout ce qui est sur-entretien, notamment au sein des résidences de la ville, soit réalisé. Et donc là, on est encore sur le volet insertion, parce qu'il y a évidemment, c'est la manne, c'est la manière effectivement d'impliquer les habitants, les résidents, mais plus encore de leur offrir un travail, un emploi. Autant dire que vous avez du travail sur la planche. J'en ai beaucoup. Oui. Vous voyez mes cernes, mais c'est extrêmement exaltant, j'avoue. Et puis je travaille avec des gens qui sont déterminés, qui ont une véritable ambition pour le territoire, et en cela, c'est extrêmement plaisant. Bien, écoutez, bonne chance pour tout ce travail. Je sais que c'est pas évident de tout réussir en même temps. Enfin, on souhaite que... On fait du mieux qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Vous avez le fil rouge, donc il faut le suivre. C'est ça, c'est ça. Et la volonté. Merci, Madame Rinette. Merci à vous. 13h24, on va partir à Paris avec un sujet de Maurice Cessé. Je crois que c'était sur Chevalier de Saint-Georges. Il y a une rue qui a été nommée comme ça à Paris récemment. On regarde son sujet. Alors,
J'ai vécu tout ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est l'aboutissement d'années de travail, de recherche. Le chevalier de Saint-Georges était connu, bien sûr. Mais je crois qu'avant que je ne le dise, personne n'avait jamais dit qu'il était né esclave. On mettait d'un côté le chevalier, personnalité éminente, remarquée du XVIIIe siècle, et de l'autre l'esclavage. Moi, j'ai rassemblé les deux pour montrer que l'esclavage est un fléau qui a touché tout le monde et que certains ont réussi, malgré ce handicap, à se faire un nom, comme on dit. C'était pas facile pour lui et ça n'a pas été facile, on l'a vu symboliquement à travers ces difficultés de dévoilement. Mais c'est important qu'on l'ait vu comme ça. Ça n'a pas été facile de le dévoiler. Et je suis très heureux qu'il y ait eu cet incident avec ce drapeau qui est resté sur cette plaque, parce que ça montre aussi qu'il faut des efforts pour mettre des plaques. Il faut des juifs du 6e arrondissement qui étaient là, qu'on se donne la main, puisque l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, le drapeau tricolore pour qu'on voit la plaque. Et c'est une œuvre qui se fait pas en un jour, qui se fait avec le temps, avec beaucoup de persévérance. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est pas complètement terminé, parce qu'il nous faut maintenant des statues. Dans Paris, il y a tous ces personnages qu'il faut honorer, mais il faut aussi savoir donner la main à ceux qui vont, et ceux et celles qui vont continuer, découvrir d'autres personnages, leur rendre hommage, les amener à un niveau de reconnaissance nationale où ils doivent être. Bon, il y avait aujourd'hui le ministre des Outre-mer, je crois qu'il était très ému d'être là, il y tenait beaucoup, c'est important, mais il faut monter encore plus haut. On a bientôt une séquence mémorielle. Il faut que cette séquence mémorielle prenne tout son sens. Et je pense en particulier au 10 mai, bien évidemment. Il ne faut pas que ça se passe en catimini. Il faut qu'au plus haut niveau de l'État, tout ce que je viens de dire soit entendu. Voilà, il est 13h27. Dans un instant, on va recueillir notre dernière invitée, Sylvie Rosier, chroniqueuse GTL. Bonjour. Bonjour. On va parler avec elle tout à l'heure de l'innovation au quotidien pour stimuler la créativité collective. À tout de suite après la pause. Retour sur le plateau du ZTL News, il est 13h33. Madame Rosier est là, mais Maurice Cessé aussi est en ligne. Est-ce qu'on l'a? Oui. Maurice Cessé, bonjour. Oui, bonjour, Danick. Je me trouve au niveau de la Cour d'appel de Paris. Vous savez que le verdict de la Cour d'appel est tombé peu après 14 heures concernant l'affaire du Guadeloupéen Franco Lolia qui avait aspergé de peinture et tagué le mot négrophobie sur la statue de Colbert face à l'Assemblée nationale en juin 2020. La Cour d'appel a donc requis à l'encontre de Franco Lolia 500 € d'amende avec sursis, 500 € pour la partie civile et payer 1000 € pour le nettoyage de la statue. En première instance, il avait été condamné pour la 121e 100 € d'amende et un versement de 1400 € à l'Assemblée nationale. Pour l'avocat du militant de la Ligue anti-négrophobie, Maître Guy Florentin, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique, dit-il. Nous estimons que faire l'apologie de Colbert à l'entrée de l'Assemblée nationale, c'est faire l'apologie de criminels et donc de l'apologie de crime contre l'humanité qui a été reconnu par la France, par la loi Taubira en 2001. Une interview que vous pouvez déjà voir dès demain sur les antennes de Canal 10. Maître Guy Florentin, qui souhaite l'acquittement de son client, a décidé de porter l'affaire devant la Cour de cassation. Rappelons que Franco Lolia, lors de l'audience en appel au mois de février, avait pour sa défense Maître Evita Chevry, Georges-Emmanuel Germani et donc Guy Florentin, seul avocat qui l'assistait aujourd'hui. Depuis la Cour d'appel de Paris, c'était Maurice Cessé pour ZCL. Alors, il faut quand même rappeler, Maurice, que cette affaire déjà remonte à quelque temps, et c'était parce que ils avaient, au nom de leur association, abîmé une statue de Colbert, je crois, c'est bien ça? Absolument, ça s'est passé en 2020 et Franco Lolia avait, je vous le disais, aspergé de peinture rouge. Il avait tagué, il avait écrit ce mot négrophobie sur la statue de Colbert qui se trouve face à l'Assemblée pour ceux qui viennent à Paris, qui voient l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est pour cela qu'il avait été condamné en première instance et puis il avait fait appel et d'où le jugement qui est tombé aujourd'hui. Mais je vous le disais, Maître Florentin a décidé de porter l'affaire devant la Cour de cassation parce qu'il tient absolument à l'acquittement de son client. Bien.
Ben, écoutez, on va attendre la suite, savoir un peu comment les choses vont se mettre en place. En tout cas, merci, en direct de Paris, Maurice Cessier, notre correspondant. Oui? À bientôt. Voilà, Maurice Cessier, en direct de Paris, notre correspondant du ZCL depuis la capitale française. On va parler de... On va se booster, puisque si là, il est 13h36, on mérite un petit peu de boost comme chaque semaine. Et c'est avec le générique qu'on commence. C'est Sylvie Rosier qui est avec nous comme chaque lundi. Alors, innover au quotidien pour stimuler la créativité collective. Comment ça se passe? Comment ça se met en place? En fait, déjà, je voulais qu'on sorte de l'idée que l'innovation, c'est destiné qu'aux startups, aux laboratoires de recherche, etc. Toutes les entreprises peuvent faire preuve d'innovation avec leurs équipes. Et donc, c'est un réflexe à prendre au quotidien, une réflexion à faire, des habitudes à mettre en place avec l'ensemble de l'équipe pour créer ces moments d'innovation et donc faire preuve de créativité, puisque du coup, la créativité, c'est la base de l'innovation. Oui. C'est trouver des idées différentes, voir les choses différemment, voir les choses peut-être basiques, habituelles, avec un autre regard à travers des stimuli qu'on peut mettre en place pour pouvoir trouver dans ces habitudes de nouvelles perspectives. Ça veut dire que l'innovation, ce n'est pas qu'une posture. Non, c'est quelque chose à mettre en place quotidiennement. On doit faire trouver des choses ensemble, trouver des routines avec l'équipe. On peut même demander, par exemple, à son équipe, quelles règles dans notre fonctionnement, pour vous semblent contre-productives ou inutiles. Et à travers cette question, qui peut sembler très large, et on peut trouver des réponses, des fois farfelues sur le coup, mais quand on affine ces réponses, on peut y trouver des choses à améliorer dans notre quotidien avec les équipes. Il y a des leviers particuliers. Et donc, oui, il y a des leviers qu'on peut mettre en place. Je vais vous donner 3 qui sont un peu méconnus. Moi, j'aime bien utiliser des fois le brainstorming inversé. Donc, on est face à un problème. Au lieu de faire un brainstorming pour trouver tout de suite les solutions, on va faire un scénario catastrophe. Par rapport à ce problème, quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? On rend la chose encore plus compliquée, on va plus loin dans la problématique qu'on a actuellement. Et à travers ce qui va ressortir quand on va se demander quelle serait la pire chose qui pourrait arriver, on va récupérer des pistes d'action, des pistes de choses à mettre en place pour ne pas arriver justement vers ce scénario catastrophe. Et c'est là qu'on peut trouver des solutions plus innovantes avec ce brainstorming inversé. Ça fonctionne très bien, je te reviens. Il faut essayer ça pour voir un peu le résultat. Bon, on peut essayer, on va essayer une prochaine fois. D'accord. Deuxième action qui peut être mise en place, c'est la carte à idées silencieuse. Donc, c'est avec des post-it. On demande à chaque personne de l'équipe d'écrire sur un post-it une idée. Ou une idée par post-it, et après, on échange ensemble. Ce qui est intéressant avec les idées silencieuses, c'est que les personnes qui hésitent des fois à parler ou qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'il peut y avoir à côté des collègues qui sont plus visibles, qui sont plus loquaces ou qui prennent de la place, comme on dit des fois, ça permet à tout le monde de pouvoir exprimer ses idées à travers ces post-it qu'on échange ensuite et qu'on mutualise pour faire ressortir les idées et mutualiser les idées et faire en sorte que trouver quelque chose de plus innovant pour l'ensemble de l'équipe. Et le troisième support que j'utilise pour moi, qui est très, très parlant, c'est l'outil ESI. Donc, en fait, c'est poser une question qui commence par ESI. Bon, et si l'émission se termine là maintenant? Et si l'émission se termine là maintenant, bon, on remercie les téléspectateurs et puis, du coup, on reprendra la prochaine fois. Ça peut être une idée. Et si je pars sans vous dire au revoir? Je clôture l'émission en disant, Monsieur Sandroni, ça nous a quittés. Sans dire au revoir. Sans dire au revoir. Et donc, du coup, je vais vous remercier et puis à très bientôt. D'accord. Ça peut être quelque... Et c'est vrai que quand on prend... Ça peut être sympa à voir, ça. Donc,
Donc, en fait, c'est partir d'idées qui peuvent sembler farfelues, comme ça, de poser des « et si » comme ça, et laisser tout le monde dire, ben, et s'il y a ça, ben, tout le monde, chaque personne peut dire, ben, moi, je pense qu'on pourrait faire ci, ou on pourrait faire ça, etc., etc. Et là aussi, après, on peut mutualiser toutes les idées qui sont ressorties de cette question et trouver un levier d'action, d'innovation à mettre en place avec l'équipe. Et si j'allais revoir au Fanon? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Toujours pas vu. Moi, non, malheureusement. Bon, bref, on continue. Et donc, c'est vrai que des fois, les idées, ça peut sembler fou, ça peut être perturbant des fois parce qu'assez souvent, on parle de choses qui peuvent être un peu farfelues, mais ça permet de dégrossir les choses, d'avoir un regard complètement différenciant. Et c'est de là que peut naître l'innovation, parce que quand on parle de quelque chose de farfelu, on affine pour arriver vers le réel et on ressort une idée forte pour innover dans l'équipe. Donc, il faut faire en sorte que ces idées ne restent pas quand même isolées. C'est ça. Il faut que ça devienne une habitude pour l'équipe. Donc, il faut créer des espaces où l'innovation peut, la créativité peut s'exprimer au sein de l'équipe. On peut proposer à l'équipe chaque semaine de mettre en place un temps où on va travailler sur une question, où on va se dire, bon, ben, le matin, de telle heure à telle heure, le lundi, une fois par semaine, on va travailler, on va réfléchir sur tel aspect. Et donc, du coup, il faut proposer ces espaces-là. Il peut y avoir quelque chose de physique, comme un tableau, où là, on met la question de la semaine, le « et si » de la semaine, et là, on passe au post-it. Et du coup, chaque personne colle les idées qu'ils ont et on fait un brainstorming après, ensemble et tout. Il y a plein de solutions, mais il faut que ça devienne vraiment une habitude et qu'on exploite cette créativité un peu au jour le jour, un peu tous les jours pour créer ce moment d'innovation quotidienne dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on appelle l'innovation express? Sprint Innovation Express, c'est quand on pose une question. Par exemple, on choisit une thématique par mois et on dit, ce mois-ci, on va travailler pour simplifier, on va réfléchir à simplifier un process qu'on a actuellement, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui pourrait être amélioré. Et donc, pendant 15 minutes, on réfléchit, on sort toutes les idées qui nous viennent. Et après, on affine. Qu'est-ce qui est réalisable, pas réalisable, ou pas tout de suite? Comment on peut exploiter cette idée qui a l'air vraiment énorme? On commence par quoi, etc. Et là, on travaille sur ça ensemble. Et comme c'est tout de suite, on va vite sur les idées, on donne, et après, on affine. Et donc, c'est le côté express, il est là, parce que ça lance un peu un challenge à l'équipe. Ça veut dire que dans le chef d'entreprise, il doit passer un temps à faire ce genre de choses. Avec son équipe, oui. 15 minutes, 30 minutes. Dégager ce temps-là... Je ne dis pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, prévoir ce temps-là avec l'équipe, c'est quelque chose qui est intéressant. Si on veut créer une dynamique d'innovation, changer les habitudes, améliorer le quotidien de nos apprenants, le côté formatrice, améliorer le quotidien de nos collaborateurs, ça peut aider, effectivement. Et quels sont les pièges à éviter? 3 pièges. On a tendance à vouloir attendre que ce soit parfait. Il ne faut pas attendre la perfection. L'innovation demande on doit avoir le droit de se tromper. On va tester. Il faut tester. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on arrête, on trouve comment améliorer, etc. Mais il ne faut pas attendre que l'idée soit parfaite, que le process qu'on veut mettre soit parfait pour le lancer. Deuxième piège, c'est de ne pas impliquer ceux qui vivent sur le terrain donc ceux qui ont le contact direct avec les clients, ceux qui sont vraiment dans l'action, dans les tâches. Si on ne les implique pas pour mettre en place, alors qu'ils ont un regard que nous, peut-être manager ou le responsable, il n'a pas, puisqu'il n'est pas là au jour le jour, il n'exécute pas les tâches au jour le jour. Donc, c'est important d'impliquer les personnes qui sont sur le terrain. Et troisième piège, tuer les idées trop tôt. C'est-à-dire? Mais on peut, sur le coup, se dire, ouais, mais non, ça, c'est perché. On n'a pas les moyens financiers, on ne pourra pas faire telle chose, donc on met ça de côté. Alors qu'en fait, il faut prendre le temps de se dire, OK, ça a l'air énorme, mais on peut peut-être commencer par quelque chose pour permettre de mettre en place cette idée-là, parce que pourquoi pas, ça peut nous aider à améliorer un aspect de notre organisation. Alors, en résumé, l'innovation, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? C'est pas un don réservé aux personnes créatives. C'est quelque chose qui se travaille en équipe. En fait, souvent, on a l'impression que la créativité, c'est quelque chose qui est inné chez certaines personnes. C'est naturel, mais ça se travaille. Pour moi, la créativité, c'est une compétence. Et
Donc, on peut ne pas être forcément, créatif au départ et le devenir. mais bien sûr, parce que qui dit créatif ne dit pas être, avoir des dons artistiques et tout. C'est pas ça du tout. C'est de pouvoir s'entraîner à savoir voir les choses autrement, régler les problèmes de façon différenciante avec des outils, avec d'autres pratiques. Et c'est ça qui est intéressant et c'est là que l'innovation va naître parce que du coup, on s'entraîne à travailler cette créativité. Et en équipe, c'est encore mieux. Et l'innovation, ça profite à l'entreprise. Ça profite à tout le monde. À Oui, tout le monde. Complètement. Bon, ben on va y penser. Et si j'arrêtais là? Ben, je vais remercier les téléspectateurs et puis je vais demander à la régie d'arrêter l'émission parce que je ne connais pas la suite du programme. Voilà, il est 13h46, la suite du programme, c'est la fin de ce ZCL. On a reçu au début M. André Montbrun. Il est président de l'association Pédagogie routière dans nos régions. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation qui se fait le 16 avec l'ensemble des médias pour essayer de développer une prévention routière de meilleure qualité parce qu'il y a trop de morts sur les routes, trop de morts, 54 morts l'année dernière, 700 blessés. On essaie de réduire le nombre. Donc le 16, tous les médias seront rassemblés pour une opération particulière médiatique puisque tout le monde dira la même chose au même moment. Je ne cite pas tous les médias, mais enfin Guadeloupe Premier, au Canal, RFM, MFM, RSA, etc. On a reçu aussi Peggy Renette, qui est la directrice générale adjointe de la DGA pour l'animation de l'attractivité du territoire. Elle nous a parlé de cette manifestation qui aura lieu bientôt, un concours de haut talent avec des chanteurs connus comme Coquerel, comme aussi Chris, etc. Et puis, on vient de terminer avec l'innovatrice du lundi. Je vais parler de Madame Rosier, qui nous a expliqué que l'innovation peut stimuler la création collective. En ce qui concerne l'information, nous étions ce matin à l'école de génie en herbe qui s'est réouverte après la fermeture un petit peu brutale qui avait été décidée par le préfet et par la rectrice. Finalement, l'école s'est réouverte aujourd'hui. On espère qu'elle va continuer. Les parents d'élèves étaient présents, ils se sont mobilisés, ils ont boumé, et finalement, ils ont obtenu satisfaction. Hier, il y a eu à Bimao quelque chose d'extraordinaire en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a eu une tornade particulière qui s'est déclenchée dans l'après-midi, qui a fait des dégâts dans la commune. Heureusement, pas de morts, uniquement des tôles brisées, des voitures un petit peu abîmées, mais l'essentiel est là puisque l'humain a été préservé. Nous sommes allés à Gosier ensuite, parce que l'opposition n'est pas du tout d'accord avec la décision unilatérale prise par le maire, le nouveau maire en tout cas, de fermer les écoles, de fermer toutes les administrations communales. Et par rapport à ça, ils ont l'aubabier même. La situation est très confuse, puisque je vous l'ai dit, le préfet est intervenu et a demandé au maire, au nouveau maire, on ne sait même pas combien de temps il va rester là, de trouver une solution. Alors il va avoir un conseil municipal demain, et de ce conseil municipal, normalement, devrait permettre à Gosier de fonctionner, les écoles, surtout pour les enfants, de retourner à l'école et l'administration de se faire. Voilà, on est allé aussi à Paris. J'allais oublier de le dire avec Maurice Cessé pour deux choses. Premièrement, pour la rue Saint-Jean-de-Perse qui a été inaugurée. Et aussi, il nous a parlé de ce procès pour les Guadeloupéens qui avaient sali volontairement la statue de Colbert. Il y a eu aujourd'hui un procès qui a été encore mis en cassation. Donc on attend le résultat final de ce procès. Voilà, 13h49, on se retrouve demain à la même heure, 12h30 pour une nouvelle série du ZCL News avec vous. Merci d'être avec nous aussi souvent.